Deuxième point pour montrer une égalité de sous-espace, égalité des dimensions. Donc si vous avez ces deux points-là, automatiquement, c'est-à-dire que les sous-espaces sont égaux. C'est beaucoup plus simple, surtout ici, que faire des doubles inclusions en général. Et ici, même plus particulièrement, en fait, bah, ce serait impossible de toute façon. Double inclusion ici, ça ne marcherait pas sans information sur la dimension. Alors, une fois qu'on a ça, première étape, donc ça, le petit 1, on va dire, inclusion, petit 2, égalité de dimension. Alors, oui. Si on a égalité de dimension et sous-espace, il n'y a besoin que d'une seule inclusion, bien sûr. C'est tout l'intérêt de la dimension finie. Ça, cette méthode-là, super importante. On l'a déjà utilisée une petite paire de fois, si je me souviens bien. Et là, en l'occurrence, elle va encore être utilisée. Donc, une inclusion, là, complètement à la main, vraiment à l'ancienne. On prend un élément à gauche, on veut montrer qu'il est à droite. Alors, grande question, et ça, de toute façon, j'imagine que c'est les personnes qui ont cherché, ont testé les deux, bah, on peut se demander, est-ce que je fais gauche-droite ou est-ce que je fais droite-gauche? Bah là, a priori, vous pouvez pas forcément deviner comme ça d'un coup d'un seul. Bah, vous testez, et en tâtonnant un petit peu, bah, on se rend compte que le sens gauche-droite ici marche très bien. Alors, c'est du ultra classique, hein. U carré égale 0, entraîne IMU includant carré, c'est ultra classique. On prend Y dans l'image. Conséquence, hop, juste en dessous, il va s'écrire sous la forme U de X avec un petit X dans le compteur. Ensuite, on veut montrer que Y est dans KU, c'est-à-dire qu'on veut montrer que U de Y est égal à 0. Ici, bah, vu qu'on a Y, on va appliquer U tout simplement pour se retrouver avec un calcul de U de Y qui va être égal à U de U de X. Donc jusqu'ici, c'est juste en appliquant. Mais U rond U, c'est U carré, qui est l'application nulle. Conséquence, ce U de X, qui est à droite, il va s'avérer être nul. Autrement dit, si on remonte, ça veut dire que U de Y vaut 0, et dire que U de Y vaut 0, c'est exactement dire que Y est dans le noyau. Donc cette inclusion, elle ressemble beaucoup plein de choses qu'on a déjà faites. Si vous regardez bien, là-dedans, il n'y a pas du tout de dimension finie. Et mis à part la définition de carré, bah, il n'y a même pas de linéarité non plus. Il y a juste la définition de U carré et le fait qu'on a un U carré qui est égal à 0. Est-ce que pour cette première inclusion, on est bon? L'équivalence est nécessaire à la fin. Alors effectivement non, elle n'est pas nécessaire, alors elle n'est pas fausse, donc je vais parler là-dessus. Mais de toute façon là au début il l'a très bien mis. Au début, si vous regardez bien, on a des gentils, tout simplement des gentils donc. Non, c'est pas ça que je voulais. Hop. Si vous regardez ici, là on a un donc, ici on a un donc. Donc là au niveau du raisonnement il est très bien, c'est juste à la fin, il a mis une petite équivalence tout simplement quoi. J'avance doucement, je vais essayer d'en laisser le plus possible en même temps. Alors, étape suivante, théorème du rang. On l'a vu dans quel théorème l'égalité des sous-espaces? Alors si la question c'est sur le sur la petite méthode là, c'était, je peux le remettre pour tout le monde, ça fera pas de mal je pense, ça fera pas de mal du tout. Cours exercice, espace vectoriel dimension finie, tac, et où est-ce qu'on est, sous-espace, ici. Donc proposition 10, et plus particulièrement ce fameux 2+, qui était celui sur lequel on avait le plus insisté à l'époque. Si on a un sous-espace de grand E, donc autrement dit si on a une inclusion F includant E, et si on a égalité de dimension, alors les sous-espaces sont les mêmes. Donc sous-espace dimension finie, c'était la proposition 10 à l'époque, mais après, indépendamment, il faut bien se dire qu'elle est assez naturelle. Si vous avez deux sous-espaces, l'un est inclus dans l'autre, maintenant vous regardez au niveau des dimensions, bah, si par exemple vous imaginez deux plans, c'est-à-dire deux sous-espaces de dimension 2, l'un inclus dans l'autre, bah, deux plans l'un inclus dans l'autre, bah, c'est les mêmes. Pareil de droite, si c'est deux droites l'une incluse dans l'autre, bah, ce sera les mêmes. Et ce qu'il faut bien sûr en déduire, c'est qu'en dimension 3, 4, 5, etc., ça marchera pareil. Alors, retour à l'exercice, ici. Alors,
D'après le théorème Durand, je laisse encore un tout petit peu en haut. Hop. Alors, d'après le théorème Durand, le fameux théorème Durand, on a la dimension du noyau plus le rang de l'application linéaire qui est égal à la dimension de l'espace de départ. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par soustraction que la dimension du noyau, c'est petit n dimension de E moins le n sur 2 qui est le rang de U. On se retrouve donc avec n sur 2. Ainsi, étape d'après, la dimension du noyau est bien égale au rang de U. Et là, la personne a bien remis les deux conclusions mises ensemble. Comme on avait l'image de U inclus dans carré U, ça nous dit que l'image de U est égale au noyau de petit u. Est-ce que là-dessus, on est bon sur le principe? Donc, je vous laisse 5-10 secondes. Si vous avez des questions, allez-y. Ok, ça a l'air de marcher. Tac, tac, tac. Je regarde au passage. J'ai 42, 43 personnes. Bon. Il y en a régulièrement 2-3 qui peuvent pas trop être présents, donc j'espère qu'ils ne seront pas trop embêtés. J'ai pas clairement cherché à identifier si c'était les mêmes ou pas, mais bon. Tac, tac, tac. Alors, on avance encore un petit peu. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc, autre implication. Donc là, normalement... hop, je laisse un tout petit peu la fin. Alors, autre implication. Donc ça, cette fois-ci, c'est deuxième page. Cette fois-ci, on suppose que l'image est égale au noyau. On veut montrer deux choses différentes. Le rang de U est égal à n sur 2 et U carré égale 0. C'est-à-dire que U carré est l'application nulle. Alors, premier point, pour montrer que le rang de U égale n sur 2, encore, théorème du rang. Donc là, je passe tout complètement. Le rang de U plus la dimension du noyau est égal à la dimension de l'espace de départ. Mais ici, je vois un im f qui traîne. Mais... attendez. Tac, 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 tac. Oui, c'est pas un f, c'est un u tout simplement. Tac. Je vais faire un petit machin, bidouillage comme ça. Zoup. Lui, on met du blanc par-dessus. Et à côté, je mets un petit u. Et hop là, le petit u. Zoup. On le remet ici. Donc ici, on se retrouve avec im u qui est égal à quart de u. Donc si les sous-espaces sont les mêmes, ça veut dire que les dimensions de ces deux sous-espaces sont les mêmes. À gauche, la dimension de l'image de u, c'est le rang de u. À droite, dimension de carré u, qu'on reporte ici. Conséquence, on se retrouve avec le rang égale dimension du noyau. Si on réinjecte dans le théorème du rang, on se retrouve avec 2 rangs de u égale dimension de e. Ainsi, rang de u égale n sur 2. Et au passage, on peut préciser mais ça c'est vraiment juste un petit détail, que le petit n est un entier pair. Effectivement, tout à fait bilaire. Est-ce que sur ce premier point, on est bon? Donc, théorème du rang, on l'écrit bêtement entre guillemets. Ensuite, en utilisant l'hypothèse, les deux se passent sur une dimension, en réinjectant, on déroule et ça fonctionne. J'avance doucement. S'il y a des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, deuxième point. On veut montrer maintenant que u carré est égal à 0. Attention ici, j'insiste bien parce que c'est pas censé être compliqué, c'est pas du tout compliqué, mais il faut bien mettre les choses dans l'ordre. Pour montrer que u carré égale 0, donc là, ça a été bien fait ici. Des fois, il y a malheureusement un petit peu plus de maladresse. On part de ce qu'on veut. Ça veut dire, on se focalise plutôt, je reformule, on se focalise sur le but. Montrer que u carré égale 0, ça veut dire qu'en se fixant x dans E, on veut montrer que u de ux égale 0. C'est ça la première chose, typiquement, qui doit apparaître dans ce genre d'égalité. Ensuite, uniquement en travaillant sur ce petit x, parce que c'est le seul élément qu'on a à disposition, il faut se débrouiller. Parce que là, et ça rejoint beaucoup d'erreurs de maladresse classique, le coup de me mettre à côté et que je te mets la définition de l'image avec des y, avec des x', et que je te mets la définition du noyau dans tous les sens,
Oui, très bien, elles sont juste de définition. Mais on s'y perd complètement. On a le petit x, on a u de u, on veut montrer que u de x égale 0, c'est ce qu'on a. Or, ici, si on a petit x dans le grand E, u de x est dans l'image. On part du petit x, donc ça, c'est bon. Tac, tac. On a le petit x qui est ici. À partir de ce petit x, on construit u de x. Donc là, on est logique. Ce u de x, définition, c'est un élément de l'image de u. Mais, hypothèse, l'image de u est égale au noyau de petit u. Autrement dit, ce u de x, le même qu'on a construit juste avant, il s'avère être dans le noyau de u. Et bien là, c'est gagné. Dire que u de x est dans le noyau de u, ça veut dire que u de u de x égale 0. Donc là, et ça rejoint un truc que je vous dis régulièrement, si vous voulez utiliser les définitions d'image et de noyau, on n'a pas besoin de réécrire complètement les trucs symboliques. U de x est dans l'image, ça y est, je suis content, parce que je sais que c'est u de quelqu'un, ça suffit complètement. Ensuite, on a le noyau, u de x est dans le noyau, ça veut dire que si on applique u, ça fait 0. Directement, il faut que ça soit naturel, que ça soit fluide, que ça coule tout seul. C'est comme ça que vous arriverez à faire les choses les plus claires, les plus lisibles et les plus fiables aussi. Alors, pour cet exercice-là, du coup, on est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai toujours pas de caméra, hein. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Au niveau du son, on est quand même bon, ça va, pas de soucis. Mettez des petits accords globalement pour voir pour que vous confirmez tous qu'il n'y a pas de soucis. Il y a des pas d'accord si vous m'entendez pas, mais enfin si vous m'entendez un petit peu mais pas trop quoi. Ouais, ok, ça a l'air d'aller. Bon. Alors, est-ce que des questions? Ça attend 5 secondes et après on va dérouler. Alors, question. La méthode pour le 10, c'est la même que le 18 des polynômes mais en taille n. Ah, l'exercice d'après. Alors, j'attends 5 secondes puis après on dit après cet exercice d'après. Déjà pour celui-ci. Alors, on va dire que c'est bon. Alors, hop, je vais mettre... je vais devoir changer de PDF. Où est-ce qu'il était? Ici. Alors, attention, ça part. Pouf. Pouf. Alors, pour l'exercice 10. Ici, on a un petit n dans grand N, on a alpha dans R, bon voilà, c'est un brave réel. On a un ensemble H, on considère l'ensemble des polynômes qui s'annulent en alpha. On veut montrer que H est un hyperplan de Rn crochet X et en déterminer une base. Donc je vous ai rappelé, un hyperplan c'est quoi? C'est un sous-espace de dimension un cran de moins que la dimension de l'espace ambiant. Alors ici, vu qu'on est dans Rn crochet X qui est de dimension n plus 1, attention à ne pas se faire avoir, ça veut dire que on veut avoir un espace de dimension petit n. Et effectivement, ça rejoint beaucoup l'exercice 18 sur le polynôme, si c'est celui auquel on pense, si c'est celui auquel je pense. On traduit le fait d'avoir une racine en termes de divisibilité. Et à l'époque, l'exercice 18, on avait eu une somme de 3 ou 4 termes, je ne sais plus, à écrire. Là, ce qui va changer, c'est vu qu'on est dans Rn crochet X, on aura une somme avec un certain nombre de termes à écrire, mais qui ne sera pas juste 3-4. Alors, si on met ça en place, donc je vous passe en mode tableau, hop, comme ceci. Alors, hop. Ça, je peux l'effacer. Hein. Pouf, on efface. Et exercice. Hop. Exercice, on a dit combien? 10. Alors, pour cet exercice, grand H, je le réécris vite fait parce que moi, j'ai pas les deux écrans simultanément, enfin c'est moins pratique. Donc c'est l'ensemble des polynômes dans Rn crochet X. Alors, Rn crochet X ou Kn crochet X, ça ne change rien ici. Et qui vérifie P de alpha égale 0. Donc on veut montrer que cet ensemble grand H est un hyperplan. Alors, dans l'hyperplan, il y a sous-espace. On pourrait démontrer très facilement avec la définition que c'est un sous-espace. Mais bien sûr, je le redis encore, tout de suite, si vous voulez un sous-espace, pensez à
écrire h égale vect de quelque chose. Essayez à tout prix de faire apparaître une famille génératrice. Tout simplement parce que ça montre déjà l'aspect sous-espace. Ensuite, ça donne une famille génératrice. Et vu qu'on veut montrer ensuite qu'on a un espace dimension finie et donner une base, bah, ça veut dire pour voir la dimension, ça veut dire qu'on aura déjà la famille génératrice, on aura donc directement l'aspect dimension finie. Et si cette famille génératrice est une base, c'est-à-dire si elle est libre, bah, automatiquement ça sera gagné. Donc il faut vraiment à tout prix passer comme ça. C'est la méthode la plus optimale ici. Alors, si on revient au raisonnement complet, on écrit gentiment le fait que P soit dans grand H, c'est équivalent à x moins alpha divise P. Donc ça, propriété importante, des polynômes. Alors, il y en a quelques-uns qui apparemment ont des soucis de connexion. J'espère que ce ne sera pas trop compliqué. Ensuite, traduction de divisibilité. La divisibilité, ici, alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous donner, je prends un tout petit peu de place, équivalent à, il existe un certain polynôme Q, tel que, et là on va laisser un tout petit peu d'espace pour l'instant, le polynôme P soit égal à x moins alpha fois Q. Ici, le polynôme P, je vais l'écrire en dessous, il est de degré O plus n. Vu qu'on a factorisé par x moins alpha, ça va impliquer que le polynôme Q va être de degré inférieur ou égal à n-1. Conséquence ici, ce qu'on va mettre juste devant, le polynôme Q, on va le considérer dans R n-1 crochet x. Donc ça c'est le petit point important, R indice n-1 crochet x. Une fois qu'on a ça, ce polynôme Q, on va pouvoir le décomposer. Comment est-ce qu'on va le décomposer? On déroule encore un petit peu gentiment par équivalence. Tout se passe bien par équivalence. Il existe toute une batterie de coefficients. Alors là, on n'a aucune lettre qui est déjà prise. Donc on va mettre des petits A0, A1 jusqu'à... Si on veut aller dans Rn-1 crochet x, on va aller jusqu'à An-1 appartenant à. Mais attention, ces coefficients, on commence à l'indice 0 et on va donc avoir dans Rn. On ne met pas de reste. Ah bah non, surtout pas. C'est une vraie divisibilité. Ici, excusez-moi, faute de frappe. Tac, tac. Divise. X moins alpha divise P, entre parenthèses, exactement. Donc là, du coup, il n'y a pas de reste du tout. Et heureusement, parce que sinon, on serait bien embêté. On revient à l'écriture normale. Donc on se retrouve avec A0, A1 jusqu'à N-1 dans Rn, tel que quoi le polynôme P. Alors je vais pas mettre une barre parce que sinon ça va être confusant. Je vais juste mettre une virgule. Tac. Alors est-ce que là ça va rentrer? Ouais, on va dire que ça va rentrer. Tel que P, ce soit x moins alpha fois le polynôme Q, qui va s'écrire sous la forme d'une somme des AK x puissance k, il n'y a pas de k, on est d'accord, non c'est bon, pour k allant de 0 jusqu'à n-1. Donc tout ceci, là, c'est le polynôme Q qu'on retrouve, qu'on a réécrit. Donc x moins alpha fois Q, x moins alpha fois la somme des AK x puissance k. Ensuite, là, il ne faut pas se perdre dans les notations. Il y a du grand X, il y a du alpha, il y a du AK, il y a du petit n. Ce qu'on veut faire apparaître, c'est une conditionnaire d'un certain nombre de vecteurs fixes. Ici, vu qu'on est dans les polynômes, nos vecteurs de l'espace des polynômes, ce sont tout simplement
des polynômes en grand X avec éventuellement alpha. En revanche, ce qui bouge, ce sont les petits AK, ici. Les petits AK, c'est des scalaires réels. Donc eux, ils vont jouer le rôle de coefficient. Conséquence, comment est-ce qu'on va décomposer ça? Alors, on va avoir toujours nos... Il existe A0, tac, jusqu'à AN-1, appartenant à Rn. Sauf que en dessous, on va avoir P égale somme pour K allant de 0 jusqu'à N-1. On va avoir les petits AK qui vont sortir devant. Et on va regrouper les x moins alpha fois x puissance k dans un crochet. Et tous ces polynômes-là, ce sont des polynômes qu'on va noter, je ne sais pas, grand K par exemple. Donc ici, ce sont des polynômes grand EK. Et on a bien obtenu, c'est la conclusion qui va découler ici, le fait que le polynôme P est combinaisonnaire des polynômes EK. Conclusion qu'on va écrire juste après, grand H, ce sera l'espace vectoriel engendré par les EK. Alors remarque, je vais peut-être essayer de faire un tout petit décalage, ça évitera de devoir changer de page pour rien. Non, je voulais pas tout ça. Alors je vais doucement. Tac. Ça, je le déplace. Ça. Oh là là, c'est sensible. Hop. Je m'amuse. Voilà. Puis ce petit bout là. Hop là. Autrement dit, conclusion que je vais mettre juste en dessous. Donc c'est juste ça. Comme ça évite d'avoir à changer. Tac. Je la mets ici. Zut. Hop, je reprends le crayon. Conclusion, H, c'est l'espace vectoriel engendré par grand E0, etc. jusqu'à grand E n-1. Est-ce que ça passe à peu près à l'affichage? Ouais, ça a l'air de passer. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Pour l'instant, on a juste, ce qui est quand même déjà pas mal, un espace engendré, une famille génératrice. Mais après, il nous manque, effectivement, certains commencent à le redire, il nous manque l'aspect liberté. Alors, si vous avez des idées, c'est très bien, de toute façon, ça se fait très facilement. Pourquoi est-ce que, vous pouvez me redire dans le chat, pourquoi est-ce que ici, on va arriver à dire que les polynômes EK forment une famille libre? Ok, voilà. Donc ici, on a les polynômes qui sont de degrés 2 à 2 distincts. Donc encore une fois, c'est super pratique parce que du coup, en une phrase, c'est plié. Là, il n'y a pas de piège. Donc x moins alpha fois x puissance k, degré k plus 1. K plus 1 évolue entre 1 et n, aucun problème. Conséquence, alors attention, encore... Je laisse encore 5 secondes, 5-10 secondes et je vais devoir changer de page. Attention, pouf. Alors, conclusion, enfin pas conclusion, de plus. Ah, excusez-moi, hop. De plus, E0, etc. jusqu'à En-1. Alors, deux informations.
sont des polynômes non nuls. Parce que rappelez-vous, s'il y a le polynôme nul dans l'histoire, bah bien sûr c'est très problématique. Oula, il est très moche. Alors, ce sont des polynômes non nuls. Et de degrés 2 à 2 distincts. Donc je ressouligne les deux éléments clés. Tac, tac. Degré 2 à 2 distincts. Polynôme non nul. Bon, je vais peut-être pas insister à fond dessus. Et donc la famille E0 jusqu'à En-1 est libre. Conclusion. Bah, c'est une base. Et grand H, pardon, pas grand H égale, dimension de grand H égale petit n, c'est-à-dire dimension de Rn crochet x moins 1. Parce que petit rappel, je le remets ici à côté, la dimension de Rn crochet x, c'est n plus 1. Alors, alors donc voilà, donc ici, le fait que sa dimension petit n sépare juste en comptant les vecteurs. Si on compte de 0 à n-1, il y a n vecteurs. Donc la dimension c'est petit n. Et la dimension petit n, bah, c'est la dimension Rn crochet x moins 1. Donc par rapport à la définition, on est tout bon. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien vous montrer après, voilà, très bonne question. Pourquoi cet exercice dans une application linéaire? Là, c'est la méthode qui a été évoquée, puis qui était pas mal, je pense, pour réviser un petit peu, qui consistait à dire « Ah, bah on traduit en termes de divisibilité, et ensuite une famille génératrice et compagnie. » Mais effectivement, tel quel, bah ça n'a aucun rapport avec la dimension, avec l'application en dimension finie. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une idée de voir une manière alternative qui permettrait de faire apparaître une application linéaire? Il fallait poser une AL, utiliser le noyau avec P2A égale 0. Bien vu, Gauss, tu mérites bien ton nom. Donc ici, effectivement, on peut faire apparaître un noyau. Alors, vous l'énoncez, vous l'avez encore sous les yeux. Les éléments de H, ce sont les polynômes qui vérifient P de alpha égale 0. Maintenant, si on compare avec la définition de noyau, donc je vais mettre un OU en dessous, alors ça peut éventuellement, ouais, je pense qu'on peut tout faire tenir ici. Nous, on a P de alpha égale 0. Mais on aimerait bien, pour avoir un noyau, que ça soit du phi de P égale 0. Ou phi est une application linéaire. Alors là, attention, on va faire la transformation symbolique. Mais si on fait ça, en posant tout simplement l'application phi qui va aller de Rn crochet x dans quoi elle va aller, dans grand R, tout simplement, qui un polynôme P va associer P de alpha. Donc ça, c'est un petit peu l'outil clé ici. On peut tout à fait poser une application linéaire par nous-mêmes si on a envie. Alors ici, chose importante, le fait que phi soit linéaire, il y a un micro-calcul à faire. On va essayer de le caser rapidement, c'est pas méchant du tout. Ensuite, vu que H, ce sera l'ensemble des éléments de qui vérifient phi de P égale 0, on aura donc
H égale au noyau de phi. Si c'est un noyau, c'est un sous-espace. Déjà, c'est réglé. Et ensuite, pour la dimension, qu'est-ce qu'on va utiliser à votre avis? On va utiliser le rang, on va utiliser le théorème du rang, effectivement. Parce que, une fois qu'on aura le fait que H est le noyau de phi, pour trouver sa dimension, on va s'appuyer sur le terme de rang, on va pouvoir se ramener à la dimension de rn crochet x moins la dimension de l'image. Il faudra juste faire un petit peu attention pour l'image, dire ce que c'est. Donc j'écris encore un petit peu en dessous, et après on continue. Alors, plusieurs points successifs. Premier point, phi linéaire. Alors je le fais version abrégée, on va dire, car phi de lambda p plus mu fois q, c'est lambda p de alpha plus mu fois q de alpha, c'est-à-dire lambda phi de p plus mu phi de q. Donc l'aspect linéaire, c'est réglé, c'est automatique. Ensuite, je vais faire un tout petit peu de mise en page. En plus, j'ai vu que vous aimez bien ça. Tac. Lui, je le descends un petit peu. Et tac. Tac. Lui, je le descends en dessous. Comme ça, ça me permet de grappiller un tout petit peu plus de place. Et pour vous, c'est plus compact. Ensuite, deuxième point. Si phi est linéaire, on peut donc écrire H comme étant le noyau de phi. Donc ça, c'est un gros élément clé. C'est un petit peu abstrait, parce que traduire le P de alpha par phi de P égale à 0, c'est pas forcément instantané du tout, ça nécessite quand même un petit peu de prise de recul et compagnie. C'est pour ça que la première méthode qu'on a faite avant, elle est quand même toujours très bien. Mais ce genre de choses un petit peu feinteuses, au fur et à mesure, il faudra un petit peu les repérer et voir un petit peu comment ça se manipule. Donc H égale ker phi est un sous-espace. Hop, pas en rouge. H égale ker phi est un sous-espace. Et dernière étape qu'il nous faut, c'est la dimension. Théorème du rang. Troisième point. Par le théorème du rang. Dimension de H, c'est-à-dire dimension de ker phi, c'est égal à la dimension de Rn crochet x, attention à la fin, moins, est-ce que je vais avoir assez de place? Ouais, on va dire que oui, moins la dimension de l'image de phi. Est-ce que c'est à peu près lisible cette histoire-là? Donc, on applique directement le terme du rang. La dimension de l'espace de départ est censée être égale à la dimension du noyau plus la dimension de l'image. On fait une petite soustraction directement. La dimension de H est égale à la dimension de l'espace de départ moins la dimension de l'image. Donc ça, hop, je le souligne en rouge, c'est encore un des points clés du raisonnement. Maintenant, ce qui nous manque, et je vais essayer de le caser en bas. Je tasse un petit peu, mais comme ça, ça vous permet peut-être d'avoir un petit peu tout sur une même feuille, on va dire. Pif paf fouf, qu'est-ce qui nous manque? La dimension de phi. Donc c'est ça qui nous manque. La dimension de phi, nous, si on veut un hyperplan, si on a envie que H soit un hyperplan, ça veut dire qu'on est censé avoir la dimension de l'espace de départ moins 1. Autrement dit, on croise les doigts très fort pour que la dimension de phi ce soit 1. Or, c'est là où il faut regarder un petit peu, phi. Phi, c'est quoi? On arrive dans grand R. Comme P appartient à... Alors attendez,
2 secondes par rapport aux questions. Comme P appartient à Ker, on en déduit que H aussi. Alors non, H n'appartient pas à Ker, H est égal à Ker phi. Dans le point linéaire, c'est un plus à la place du égal. Dans le point linéaire, c'est un plus à la place du égal. Oui, effectivement. Je ne sais pas ce que j'ai bidouillé là. Donc ici, effectivement, hop, zoup, zoup, parce que sinon, ça n'allait pas être clair. Là, c'est un plus. Ça, c'est vrai. Ensuite, tac, 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 tac. Attention à un piège. Vous pourriez être tenté de vous dire « Ah ouais, mais c'est marqué dessus, de toute façon, infi, c'est grand R, et donc c'est dimension 1. » Sauf que infi, c'est pas exactement grand R tout de suite, enfin, on a envie que ça le soit, ça peut être un sous-espace de grand R. Et effectivement, il y en a qui ont très bien vu ça, alors je n'aime pas le nom, mais c'est pas grave. Infi, c'est un sous-espace de grand R, mais vu que grand R est de dimension 1, ça veut donc dire que infi, ça peut être soit juste 0, soit grand R. Mais si infi était égal à 0, le singleton 0, ça signifierait quoi sur l'application phi? Une application dont l'image est réduite au singleton 0. C'est qu'elle est quoi en fait? C'est que c'est qui cette application? Essayez de me dire ça dans le chat. Alors non, attention, pas injective. Là c'est l'image qui est égale à 0. Ouais, voilà. Ça commence à venir. Ici, ça voudrait dire qu'on a la fonction nulle. Mais bon, là, on la regarde dans les yeux. P est aussi P de alpha. Bah non, c'est pas la fonction nulle. Par exemple, si dans notre tête, si P, bah, c'est tout simplement grand X. L'image de grand X, ça fait alpha. Et alpha, bah, c'est pas toujours égal, c'est pas égal à 0 en général. Ou même plus simplement, si vous voulez vraiment un exemple plus radical, si vous prenez P, polynôme constant égal à 12, bah, l'image du polynôme constant égal à 12, c'est le chiffre, le nombre 12, qui est non nul. Donc, comme cette fonction phi est non nulle, l'image de phi n'est pas égale au singleton vecteur nul, donc c'est grand R. Alors, P de alpha, c'est 0. Alors, attention, ne pas confondre, donc là je pense que je vais devoir quand même prendre une feuille en plus pour mettre 2 petites remarques, pour mettre des petites remarques un peu plus clairement. Ici, ne pas confondre la fonction n'est pas la fonction nulle avec la fonction ne s'annule jamais. On peut avoir une fonction non nulle, même de R dans R ça marche aussi, enfin une fonction qui n'est pas la fonction nulle, qui s'annule quand même de temps en temps. Il y a une nuance entre les deux, il faut bien faire attention. Donc ici, elle s'annule juste parce qu'on a alpha. Alors ici, si par exemple vous avez dans votre tête alpha égale 3, bah, si vous prenez le polynôme x égale x carré plus 1, bah, l'image du polynôme x carré plus 1, ça fera 3 au carré plus 1, 10. Donc on a des valeurs non nulles, on a au moins une valeur arrivée non nulle, donc ce n'est pas la fonction nulle. Et de manière générale, on peut toujours trouver un polynôme tel que phi de p soit différent de 0. Donc conséquence, ce n'est pas la fonction nulle. Alors, je vais devoir avancer dans 5 secondes sur une page en plus. Attention, pouf. Alors, de plus. Non, pas comme ça. J'en étais où dans mes phrases. Tatati, tatata, tatata. Ok. De plus. Infi sous-espace de grand R. Donc ça, c'est un petit point important. Donc, infi peut être égal à 0 ou grand R. Ça, c'est la traduction qui arrive. Il n'y a que ces deux possibilités. Deux possibilités et c'est tout. Donc je le remets en dessous. Que ces deux possibilités. Car dimension de R est égale à 1. Ah, au fait, un truc que j'ai pas dit, enfin que je vous ai pas demandé plutôt, si vous regardez la fonction phi dans les yeux, c'est quoi comme type d'application? Elle a un nom bien précis,
si vous vous rappelez le vocabulaire qu'on a vu sur les applications linéaires, phi de Rn crochet x dans R, qui a P associe P de alpha. Alors c'est une application linéaire, et c'est quoi? Alors là, il y en a qui sont en train de refaire fouiller dans leur PDF, ça se trouve. Ouais, bien vu. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une forme linéaire. Donc ça, on fera une petite remarque générale après. Ce qu'on est en train de démontrer, et si vous regardez le raisonnement, c'est complètement général, c'est que le noyau d'une forme linéaire non nulle est un hyperplan. On fera ça comme remarque générale, qui ici est juste une application. Donc je repasse à la page suivante. On n'a donc que ces possibilités car la dimension de grand R égale 1. Or, hop, je l'ai appelé comment? J'ai fait une petite boulette de notation, je rectifie. J'avais pas mis un phi majuscule, j'ai mis un phi minuscule. Si je change en cours de route, ça va pas être clair. Tac, tac, tac. Or, l'image de phi, ici l'image de phi. Or, phi n'est pas l'application nulle. Alors, n'est pas l'application nulle. Hein. Attention. Donc, imphi ne peut pas être égal, enfin ne peut pas être réduit au singleton 0. Conséquence, hop, je vais faire une séparation comme ça. L'image de phi, c'est grand R tout entier. Alors, on peut pas avoir R étoile par exemple. Ah non, effectivement, sous-espace. Donc ici, on est dans un espace ambiant de dimension 1. Un sous-espace, avec la même propriété qu'on avait tout à l'heure. La fameuse propriété 10 là sur les sous-espaces de dimension finie. Un sous-espace restera un sous-espace de dimension finie. Vu qu'on est en dimension 1 ambiante, on aura 0 ou 1. C'est tout. Si c'est 0, dimension 0, c'est le singleton nul. Si c'est 1, c'est R tout entier. Donc il n'y a vraiment que ces deux possibilités. Pourtant, pour tout P, si on associe P de alpha, on a bien 0. Si on associe P de alpha, on a bien 0. Non. Je sais. Je comprends la confusion. Attention. Je remets l'écran précédent. Ne confondez pas le fait que dans l'énoncé, on soit en train de considérer le noyau avec ici l'application phi générique. Si ça vous aide, je vais faire une micro-rectification. Ici, ça peut être confusant le fait que je m'y paie partout. Mais en vrai, ça n'est pas censé l'être. Mais il faut imaginer qu'ici, l'application phi qu'on est en train de définir, c'est une application qui est de Rn crochet x dans grand R. Donc avec un polynôme quelconque. Donc c'est comme si un polynôme, du coup je mets Q ici, on associait Q de alpha. C'est juste un autre polynôme complètement quelconque. Donc ici, par exemple, si le polynôme Q c'est x3 moins 1, qui est un polynôme de Rn crochet x, phi de x3 moins 1, ce serait alpha au cube moins 1. Et si on remplace alpha par 2, par exemple, ça fait 7. Et donc, suivant le alpha, attention, à chaque alpha correspond une application différente. Donc Q n'appartient pas forcément à grand H. Non, là on définit l'application de manière générale. Quand on définit un noyau, on est dans la situation où on a une application linéaire qui est définie par ailleurs, de manière complètement générique, et on constate, tiens, pour mon exemple, pour mon sous-ensemble, tiens, c'est pile poil les éléments qui vérifient phi de p égale 0. Donc pour phi, non, on n'a pas forcément Q de alpha égale 0. En revanche, pour les polynômes de grand H, si Q est dans grand H, si Q égale P appartient à grand H, là effectivement, on aura phi de P égale 0. Donc attention, il y a un double aspect là-dedans. Il ne faut pas se mélanger les pinceaux. On définit l'application linéaire générale et on constate que P d'alpha égale 0 équivalent à phi de P égale 0.
je vous ressouligne le truc clé ici. C'était cette équivalence-là qu'on vous intervenir. Pardon. Alors, s'il y a besoin, on peut y revenir plus tard. Mais là, de toute façon, j'avance un tout petit peu. Alors, ici. Où est-ce qu'on en était? Donc, infi est égal à grand R. Ça, je vous le souligne. Tac, tac. Infi différent de 0. Donc, infi égale grand R. Donc, je reviens, excusez-moi. Ainsi. Ah non, pas en rouge. Tac, tac, tac. Alors, ainsi. Dimension de infi est égale à 1. Donc, la dimension de h, c'est égal à la dimension de, je vais mettre volontairement grand E, moins 1. Donc ça, c'est en notant grand E égale Rn crochet X. Autrement dit, que H est un hyperplan de grand E. Tac, tac. Alors, conclusion générale. Ici, hop, je vais mettre en couleur en dessous. Donc, propriété générale, le noyau d'une forme linéaire non nulle est un hyperplan. Donc ça, c'est une petite propriété générale. Alors, et même, alors là, ça découle pas de la démonstration, mais c'est vrai pourtant, et réciproquement. Réciproquement, un hyperplan est toujours le noyau d'une forme linéaire non nulle bien choisie. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant sur l'exercice, sur celui-ci, cet exercice 10? Et après, on pourra revenir. Alors, c'est une propriété à savoir ça. C'est toujours vrai, oui, on vient de le faire. Si vous regardez bien ce que l'exemple qu'on vient de faire, je remonte à l'écran précédent rapidement. La linéarité, là